First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. Bonjour et bienvenue, merci d'écouter Exquise Esquisse, un podcast sur les créateurs d'univers. Vous êtes toujours plus nombreux et ça fait chaud au cœur, merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, pour ce 19e épisode, je reçois Paul Etchegoyen, un illustrateur jeunesse qui me subjugue depuis 10 ans par la beauté de ses œuvres. Bonjour Paul. Salut. Comment ça va ? Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On va parler d'illustration, évidemment, mais d'abord de comment tu en es venu à faire ce métier. Pourquoi tu as choisi illustration ? Tu aurais pu choisir ingénieur en électronique. Ouais, bah c'était pas loin. Moi, je vais expliquer depuis le début, mais en gros, j'ai pas choisi de faire de l'illustration. En fait, moi, depuis tout petit, c'est le dessin. Je suis bon dans d'autres choses, mais principalement dans le dessin. C'est à travers ça que je m'exprime. Plus qu'à l'oral d'ailleurs. Je préfère dessiner que de parler. En fait, moi je viens d'un petit village dans les Pyrénées, d'une famille assez modeste, d'ouvriers ou d'agriculteurs. Enfin, mes grands-parents étaient agriculteurs, mes parents étaient ouvriers. Et en fait, je crois que tu as reçu Thierry Gaudin, qui est un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire que dans sa famille, il n'y a pas d'artiste. Je connais Thierry Gaudin. Voilà. Et en fait, moi, c'est pareil. Donc, du coup, depuis tout petit, j'ai pas du tout eu de repères à ce niveau-là. Pour moi, les dessins animés que je voyais à la télé, les musiques et tout ça, je me suis jamais... c'est bête, mais je me suis jamais dit qu'il y avait vraiment des gens derrière, jusqu'à ce que je grandisse, forcément. Mais du coup, je passais mon temps, pas forcément dans la lecture. J'ai pas beaucoup lu quand j'étais petit. Je passais mon temps en fait dans le jardin, dehors, à tripatouiller la boue, à regarder les fleurs. J'étais un peu un poète, quoi. Donc voilà, quand j'étais petit, c'était du dessin. J'étais un peu rêveur. J'étais pas trop intégré. J'étais assez solitaire en fait. Donc ça, c'était à l'école primaire. Je jouais beaucoup dans le bac à sable. À l'époque, je voulais devenir architecte. Donc voilà. À l'époque du bac à sable. À l'époque du bac à sable. Ouais, ça remonte. Après, il y en a eu un autre, c'était pas pareil. Ouais, donc en fait, quand j'étais petit, j'étais assez sensibilisé à la nature. Donc, et puis à être assez solitaire, donc faire des trucs dans mon coin, tranquille. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit je fais de l'illustration, je vais me lancer dans l'illustration ? Quand tu arrives en terminale ou au moment de choisir ses études ? Alors ça a été vachement plus tard, il y a eu tout un processus, mais en gros, de savoir que illustrateur c'est un métier, c'est arrivé quand j'avais 20-21 ans. À l'époque, je venais de passer mon bac, un bac scientifique, option sciences et vie de la Terre. Donc, j'aimais bien les sciences, j'aimais bien essayer de comprendre le monde, comment les choses fonctionnent, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. J'étais assez curieux, en fait. De toute façon, c'est quelque chose qui ne m'a pas vraiment lâché, la curiosité. Je suis curieux de tout. Donc, des fois, ça peut me poser des soucis. Je me rappelle ma sœur, en fait, un jour, qui m'a dit, quand elle habitait à Paris avec moi, un jour dans le métro, elle me dit... mais arrête de fixer les gens. Et je regarde, elle m'a sorti de mon truc, et j'étais quoi ? Arrête de fixer les gens, tu fixes les gens. Et en fait, j'avais complètement, j'avais pas réalisé que ça pouvait être gênant, mais en fait, j'observe les gens comme je pourrais observer un paysage ou n'importe quoi. En fait, je trouve, des fois, je bloque sur des choses qui me fascinent et qui me font délirer dans des trucs. Ça part un peu dans tous les sens, dans ma tête, voilà. Ok, et donc tu t'es dit, c'est l'imagination mon domaine, quoi. Ouais, depuis toujours, j'ai aimé rêver. Et en fait, après le bac, donc, j'en reviens à ça, j'ai été un peu mal conseillé par un conseiller d'orientation qui n'a pas très bien compris ma demande. Donc, j'étais avec ma mère et là, il me demande ce que j'aime. Donc, je lui réponds que j'aime bien la science-fiction et les films un peu fantastiques. Moi, j'étais fan de l'Histoire sans fin, de Totoro, tous les films des années 80, début 90, quoi. Donc, plutôt lié à l'enfance. Et en fait, il m'a dit « Oh non, mais tout ça, tous les gamins, ils sont hyper fans de Terminator 2, mais ça, c'est des modes, ça va passer, c'est pas des vrais métiers. Non, les métiers d'avenir, c'est l'informatique, il faut aller vers l'informatique, ça, c'est bien. »
Et j'avais ma mère à côté de moi qui était un peu stressée par mon avenir. Et du coup, elle a écouté ce monsieur. Elle m'a dit non mais c'est bien l'informatique quand même. Donc moi j'étais un peu paumé. Je me suis dit bon bah allez je vais faire ça. Je sais pas quoi faire de ma vie. Donc voilà. Et donc à partir du moment où j'ai commencé à prendre des cours en BTS informatique de gestion, donc en faisant de la comptabilité, tout ce genre de joyeuserie, c'était. C'est vrai que l'informatique c'est large quoi. Ah donc oui, là oui. c'était l'informatique pour de la gestion. Ouais c'est ça. Donc je faisais de la programmation, des trucs, je me rappelle pas très bien. Le seul truc que ça m'a apporté, c'est que je sais démonter un ordinateur et le remonter, voilà, changer des pièces. Donc ça pour ça c'est cool, mais à part ça, bon, j'ai un peu tout oublié. Mais en parallèle, en fait, je commençais à prendre des cours de dessin. Donc vraiment, par hasard, en fait, j'étais en terminale à l'époque, j'avais rencontré. Non, mais il y avait un gars dans ma classe avec qui j'avais jamais vraiment discuté. Et un jour, j'ai vu un dessin d'un dragon sur son sac à dos, quoi. Et il s'appelait Alexis Saint-Augustin, s'il m'écoute. Il fait de l'animation maintenant. Et du coup, je lui fais mais c'est super, c'est toi qui l'as fait et tout. Et il me fait bah ouais, je prends des cours de dessin à l'Académie de dessin de Tarbes. C'est super, bah écoute, passe. Et puis tu pourras essayer de dessiner et tout ça. Ils ont plein de matos et ils sont super cool. Donc j'y suis allé et c'était juste avant la rentrée en fait du BTS. Et alors là, mais la révélation, grosse claque. J'arrive dans un appartement aménagé en atelier et là du matos de partout. Des crayons, des feuilles, plein de trucs, plein de choses affichées au mur. Plein de natures mortes, plein d'études en fait, un dessin assez académique, mais bon pour quelqu'un qui connaît pas, c'était waouh. Moi je dessinais depuis que j'étais tout petit, et j'avais jamais vraiment vu quelqu'un d'autre dessiner, parce que je dessinais apparemment assez bien, mais voilà quoi. Et là je voyais plein d'autres gens qui dessinaient, et voilà, donc j'ai fait un premier cours, et ça a été un truc de dingue. Je me rappelle encore aujourd'hui, j'ai dessiné des billes. Donc vraiment le truc. Tu veux dire des billes photoréalistiquement Ouais, dessinées? c'est ça. C'était du dessin analytique. Donc en fait, il fallait vraiment reproduire ce que tu voyais. Donc on nous avait donné bon déjà, je m'étais présenté à Jean-Marc Verdier et Sophie Rémy, qui sont devenus de très très bons amis depuis. Qui étaient dans l'Académie de Tarbes, qui étaient professeurs. Voilà, c'était les deux enseignants qui géraient l'Académie de dessin. Et donc c'était un couple. Et donc voilà, ils m'ont encouragé un petit peu à y aller et tout ça, parce que j'étais un petit peu flippé au début. Et après coup, donc quelques années après, ils m'ont raconté en fait que les premiers cours où ils m'ont vu dessiner, ils se sont regardés et en fait ils se sont dit oula, là il y a un truc, il faut faire un truc avec ce gamin parce qu'en fait il y a quelque chose quoi. Et moi je réalisais pas trop, donc au fur et à mesure je m'éclatais. Moi j'ai continué en fait à prendre des cours. À côté de ça, je continuais le BTS qui m'empoisonnait l'existence. Je crois que j'étais hyper déprimé à cette époque-là à cause de ça. Et mon bol d'air, c'était mes cours de dessin quoi. Et en fait le truc comment dire, c'est comme un clapet quoi. Ça à un moment donné, à peu près avant la fin de la première année, ça a bifurqué en fait, où le dessin est devenu plus important que le BTS dans ma tête. Et parce qu'aussi Jean-Marc et Sophie me disaient mais tu devrais peut-être arrêter ton BTS et vraiment faire du dessin, faire un métier créatif. Et moi j'étais là mais je sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup là ils m'ont sorti une liste de métiers, de tout ce que je pouvais faire, et des écoles aussi. Et alors là le truc un peu flippant, genre oula, une école de dessin pour faire un métier créatif, je sais pas, j'y connais rien. Et donc en fait ils ont convoqué mes parents pour leur dire votre fils il faut qu'il fasse du dessin. Là il est en train de se faire chier, il est en train de gâcher sa vie, c'est pas pour lui l'informatique, nous on voit ce qu'il est capable de faire, il faut vraiment qu'il fasse ça, c'est là où il va s'épanouir le plus, enfin, c'est vital. Et en fait ils avaient très bien compris, ils avaient très bien vu le truc, ils avaient vu juste, et donc ils ont réussi à convaincre mes parents qui étaient hyper frileux parce qu'ils voulaient juste que j'ai un bon métier quoi. Donc ils leur ont fait confiance. Un bon métier. Un bon métier. Ouais, qu'est-ce qu'un bon métier? Ça c'est compliqué. Un métier qui gagne de l'argent. Ouais, enfin voilà quoi. Ouais. Mais en même temps, mes parents, ils ont vraiment ce truc
Ça, je les remercierai jamais assez. C'est moi et ma sœur de toujours nous avoir dit quoi que vous décidiez dans la vie, on sera derrière vous. On sera là pour vous soutenir. Peu importe les choix que vous ferez, on sera toujours là parce que nous, on fait des métiers qui nous plaisent pas. Donc eux, ils acceptaient les métiers. En fait, ils n'ont pas eu le choix à l'époque. Mon père, il dessinait quand il était plus jeune. Il aimait beaucoup ça. Il a fait un peu de maroquinerie. Il était assez doué avec ses mains. Mais très tôt, c'était l'usine, quoi. Enfin, à l'âge de 16 ans, il a commencé à bosser et basta. Ma mère, c'est pareil. Elle a toujours aimé un petit peu dessiner quand elle était un peu plus jeune. Elle a arrêté. Après, maintenant, elle s'est remise à... Enfin, ils sont tous les deux à la retraite maintenant. Et du coup, mon père dessine. Et ma mère se remet à faire des trucs de ses mains, à bidouiller des choses, réparer des meubles et tout. Bon, c'est cool, je suis content pour eux. Mais du coup, voilà, quand nous, on était jeunes avec ma sœur, ils nous ont dit on vous soutiendra. Donc là, Jean-Marc et Sophie leur ont dit faut envoyer Paul dans une école. On vous laisse pas le choix. Mais vraiment, c'était assez drôle, je me rappelle. Et donc, du coup, ils leur ont donné une liste d'écoles où potentiellement, ça serait intéressant de m'envoyer. Et donc, je me rappelle avoir été accompagné par mon père à Lyon pour passer un test. Enfin, un test, c'était un entretien. En fait, j'allais présenter mon dossier au directeur de l'école, Émile Coll. Donc, ça s'est super bien passé. J'avais un bon dossier. Et il m'avait dit, vous venez quand vous voulez. Vous avez un bon dossier. C'est très bien. Donc je rentre chez moi, j'étais tout content, c'est super. J'avais l'approbation d'un directeur d'école d'art, c'était top. Et après, j'ai eu l'occasion de passer à nouveau dans une école avec une amie qui allait sur Paris. Donc je me suis greffé au voyage et je suis allé voir les portes ouvertes de Penningen. Et alors là, en plus de l'école, c'était Paris aussi. J'étais jamais allé à Paris. C'était un truc, c'était délirant. Donc grosse claque Paris, grosse claque Penningen, les portes ouvertes, un truc de dingue, du dessin de partout. Bon, après c'est un peu le truc tape à l'œil, les portes ouvertes, voilà. Mais quand même, waouh quoi. Donc je suis rentré chez moi, j'étais déjà à Paris. Donc après voilà, j'ai terminé mon BTS sans passer l'examen parce que j'étais plus du tout dedans, mais vraiment plus du tout. Mais c'était pas grave. C'était pas grave parce que je savais que ma vie c'était le dessin depuis toujours. Et là j'avais la certitude et voilà, j'avais trouvé mon école et c'était parti, quoi. Et alors qu'est-ce que tu retiens de Penningen aujourd'hui ? Super école, super formatrice. Du coup j'ai appris plein de choses à Penningen. On a touché un petit peu à tout. C'est une école de direction artistique et d'architecture d'intérieur. Je te rappelle le bac à sable, l'architecte, tout ça. Ouais. Donc je m'étais dit c'est cool parce que je vais faire du dessin et en même temps à peu près je crois que c'était la 2e année, il y avait une bifurcation possible pour aller soit vers la direction artistique, soit l'architecture d'intérieur. Je me suis beaucoup posé la question de bifurquer à un moment donné, mais j'ai quand même continué dans la direction artistique, faire du dessin parce que l'architecture, je me suis rendu compte que même si j'adorais, je kiffais voir les maquettes dans le hall d'entrée qui présentaient toujours les résultats des exercices en fait des élèves. Donc je voyais de super maquettes. Je disais oh là là, ça donne envie. J'aimerais bien fabriquer des petits trucs comme ça. Enfin, moi j'aime bien ce genre de choses, fabriquer des trucs. Et par contre, ils avaient eux pas mal de contraintes, faire des plans, des trucs réalistes qui tiennent debout. Voilà. Et je me suis dit non, en fait, je vais pas pouvoir faire ça moi. J'ai pas la rigueur nécessaire, même si j'adorerais. Et puis, est-ce que je me vois faire ça toute ma vie ? Non, je vais peut-être plutôt aller vers les arts graphiques, donc plutôt vers le dessin. Puis on a continué à faire de la calligraphie, de la direction artistique, donc faire des logos, faire des affiches. C'est très orienté graphisme, ouais. Print, quoi, du coup. Print ou pas, de toute façon, aujourd'hui. Plutôt, ouais, mais c'est très pub, très, assez dirigé publicité, luxe, plutôt. Voilà, en fait, dans cette école-là, on nous dit dans les dernières années que en sortant, on sera l'élite, en fait. Donc, on sera les meilleurs. C'est un truc, c'est discutable. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on ressort de cette école-là avec des putains d'armes, quoi.
Donc, voilà. Et par rapport à Emile Cole, qui est une école plus d'illustration pure, où tu Ouais. dessines, etc., Penningen, par rapport à ton désir de faire de l'illustration, Ouais. est-ce qu'il répondait à ce désir? Alors, au début, oui. Parce qu'il y avait beaucoup de dessins, mais au fur et à mesure, les cours de dessin étaient un peu moins importants, et jusqu'à la fin où ils ont carrément tout supprimé, comme le croquis. Je te disais ça un petit peu avant l'émission. Mais donc il y avait plus du tout de dessin. C'était vraiment. Et à cette époque-là, en fait, j'étais un petit peu encore. J'avais pas compris certains trucs. J'avais pas compris qu'avec du dessin, on pouvait faire du graphisme. Donc du coup, j'étais assez malheureux. Enfin, comment dire? Moi, c'était du dessin que je voulais faire. C'est-à-dire, quand tu dis qu'avec le dessin, on peut faire du graphisme, qu'est-ce qu'on peut faire en graphisme qui se rapproche du dessin? Il y a plutôt de la calligraphie, des choses comme ça? En fait, moi, ce que j'avais pas compris, les copains de ma promo qui faisaient du graphisme et qui étaient très bons et qui excellaient dans les cours de graphisme, faisaient des choses en fait qui me parlaient pas du tout. Ils faisaient des pavés de recherche, de typo, de trucs. Alors ouais, la typo, c'est du dessin. Tout ce qu'on fait, de toute façon, c'est du dessin à partir du moment où c'est une image. Mais tout ça, en fait, sur le coup, je l'avais pas compris. Et je m'obstinais à vouloir faire de l'image un peu illustrée. Et c'est pas une école d'illustration, en fait, Penningen. Il y a un cours d'illustration, c'est pas une école d'illustration. Et en fait, en sortant de l'école, j'étais complètement paumé. Enfin, pas en sortant de l'école, à la fin de l'école, j'étais paumé. Et au moment du diplôme, on a 3 mois en fait pour préparer le diplôme. Et au bout d'1 mois et demi, j'étais complètement névrosé dans ma tête. Je savais pas du tout où aller. J'avais envie de faire du dessin, mais je savais pas quoi faire. Il fallait trouver un thème, tout ça. Et en fait, je me rappelle que j'avais eu besoin de prendre un petit peu des jours de vacances. Je suis retourné dans le sud pour prendre un bol d'air. Et donc, j'ai revu Jean-Marc et Sophie qui ont vu ce que j'avais commencé à faire. Et là, ils ont paniqué. Ils m'ont dit, mais attends, mais Paul, ça va? En fait, j'avais commencé à faire un boulot à la plume en noir et blanc sur la fin du monde. Un truc avec des insectes qui dévorent tout et tout. Le truc hyper glauque, hyper pessimiste. J'étais là, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ils m'ont dit, non, mais fais pas ça. Fais quelque chose qui te motive, qui te stimule. C'est pas toi, ça, en fait. Donc, je suis rentré chez mes parents. Je me suis posé dans le jardin. Là, j'ai regardé autour de moi, j'ai fait mon petit rituel de regarder un peu les oiseaux passer, les nuages, voilà. Et je me suis dit, il faut que je parle de la nature, c'est sûr, mais j'ai pas envie de raconter des choses noires, en fait. Donc j'ai fait un diplôme sur les contes et les légendes en voie de disparition. Donc c'était un petit peu un état des lieux du monde, et sur comment les personnages en fait, des contes et des légendes vont être amenés à migrer ailleurs. Et j'avais pas encore trouvé la fin de l'histoire à ce moment-là. Mais du coup, en fait, c'était les personnages. Alors, par exemple, le Père Noël, je crois que c'était le personnage principal qui partait du pôle Nord, puisque la glace avait fondu. Il n'y avait plus rien, les animaux avaient dépéri. Donc, en fait, il part voir Merlin en s'attendant à arriver dans la forêt. Et pareil, la forêt avait été rasée. En fait, plus l'histoire passait, plus les personnages grandissaient. Enfin, ça faisait une espèce de grande communauté de personnages un peu de contes et légendes. Et à la fin, je raconte pas la fin parce que c'est pas encore un livre que j'ai publié. C'est un projet qui me reste dans la tête et qui est important pour moi. Mais justement, j'ai demandé à Sophie de m'aider dans l'écriture. L'écriture, ouais, parce qu'elle a une très très belle plume, elle sait comment parler aux enfants. Voilà. Donc on verra comment ça se passe. Et il y a des dessins qui sont déjà finalisés du coup dans ce projet? Ouais, il y en a qui sont sur mon site déjà, mais je pense qu'en fait je vais complètement retravailler le projet. Ça sera pas du tout comme ce que j'ai fait pour mon diplôme. Mais est-ce que là j'y pense mais en fait c'est un projet où il y a plus d'arbres, il y a plus de forêt, il y a plus de neige. C'est quand même un projet de fin du monde tout ça. Ouais, mais en fait il y avait c'est un peu comme les images avant-après. C'est-à-dire... il y a une belle fin peut-être aussi. Ouais. Alors on est en train de retravailler ça parce que c'était encore un peu trop pessimiste comme scénario. Donc en fait on est en train de retravailler l'histoire pour partir vers des choses un petit peu plus positives, même si le monde entre-temps n'est pas allé dans un sens positif. Donc voilà, on verra. Et tu as étudié tout ce qui est contes et légendes du monde entier alors du coup pour les intégrer à ce projet?
Alors, on y a beaucoup réfléchi. C'était assez compliqué parce que à qui on s'adresse, les gens d'ici connaissent pas forcément les légendes du bout du monde, et pareil inversement. Donc, c'était compliqué. Donc, il fallait quand même prendre un peu des choses un peu stéréotypes. Enfin, voilà. Ouais. Mais Chose qui parle à tout le monde, quoi. ouais, c'est ça. En tout cas ici. Après, il faudra, je sais pas. C'est un projet en cours de mutation et de comment Est-ce que tu as des idées de quand tu aimerais qu'il soit physiquement disponible? moi, je pense que le plus tôt serait le mieux. En fait, on aura l'occasion d'en parler, mais plus le temps passe, plus j'ai envie de faire des choses qui résonnent avec ce que je vois, ce qui me nourrit. C'est la nature, vraiment. Et quand je vois dans l'état où on la traite... Alors c'est un thème qui va peut-être rejoindre ma prochaine question. Est-ce que tu as un artiste qui t'a vraiment inspiré et sur lequel tu te réfères aujourd'hui? Moi, j'ai été un peu nourri par les films de Miyazaki. Ouais. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Parce que justement, dans ces films, il parle de la nature, il parle de l'écologie, mais pas justement dans un sens pessimiste. Il y a toujours un message en fait, qui me touche beaucoup. Je me rappelle que j'ai vu Totoro quand j'étais petit, mais le premier film que j'ai vu de lui, c'était Princesse Mononoke, et c'était dans un cinéma en plein air qui s'appelait La Toile Filante et qui passait dans mon village. Donc j'ai eu une chance de fou de voir ce film-là. Ça m'a retourné la tête. Ouais, vraiment, je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de voir, c'est waouh, incroyable. Et ça, c'était à quel moment au niveau de ton cursus C'était avant que je parte à Paris, c'était je crois même avant que je prenne mes premiers cours de dessin, ou alors c'était pendant, je sais plus exactement. Ouais. Et ça, c'est un des éléments qui a pu te faire dire mais attends, mais c'est ce que je veux faire. Alors non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça a compté parce que c'est le message que j'aime chez Miyazaki. Après, ce qui m'a vraiment fait bifurquer dans ma tête, c'était un jour chez un pote, on était au lycée, et je suis allé chez lui pour jouer à la console parce que j'avais pas de console chez moi. Du coup, lui, il avait la PlayStation, trop cool. Et là, il m'a fait commencer une partie de FF8, Final Fantasy 8. Et là, ouais, alors là, il y a eu une petite révolution dans ma tête. C'est-à-dire que musique symphonique, univers fantastique, jeux vidéo, c'est cool. Ouais. Là, je me suis dit, ouais, ça j'aime bien. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à mon conseiller d'orientation, mais c'était pas quelqu'un de la nouvelle génération. Il n'a pas très bien saisi le truc, quoi. Voilà. Et alors moi, je n'ai pas joué malheureusement à FF8, mais c'est des thèmes autour de l'écologie aussi, comme Miyazaki, ou pas du tout? Alors dans celui-là, pas vraiment. Enfin, c'est des univers fantastiques. En fait, moi, tout ce qui est un petit peu dans l'imaginaire, ça me parle, ouais. Ça me plaît. J'aime bien les univers qui sont inventés, créés. Donc ouais, c'est pour ça que tu me demandais un artiste, je dirais Hironobu Sakaguchi, donc, le créateur des Final Fantasy, même s'il bosse plus dessus maintenant. Mais Final Fantasy 9, je crois que c'est l'opus que je préfère dans le côté direction artistique. Vraiment un univers incroyable. Je me dis, un film comme ça au cinéma... Ouais. Wow, parce qu'ils ont fait des films en fait, Squaresoft à l'époque, qui les a ruinés. Donc maintenant c'est Square Enix. Mais je me rappelle de ça en fait, d'avoir été assez déçu au cinéma de voir des films hyper bien léchés, photoréalistes, trucs à l'époque de dingue. Mais en fait c'est pas ça en fait que j'attendais. Je pense comme la plupart des fans. En fait, c'est l'histoire et l'univers qui t'ont marqué avant tout, j'imagine, plus que l'esthétique. C'est ça. Et c'est ce que raconte Sakaguchi. Il dit que lui, dans les jeux vidéo, ce qu'il préfère, c'est pas faire des jeux vidéo, c'est raconter des histoires. Donc voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, Miyazaki faisait la transition justement avec ce dont tu parlais avant. Ouais. Donc je suis content parce que c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu sors de cette école Penningen et que tu te poses des questions et que tu commences à faire tes projets, vu qu'il n'est pas encore fini, ouais. J'imagine que tu as fait d'autres choses pour pouvoir au moins payer ton loyer ou
Alors, en sortant tout de suite de l'école, j'ai pris 2 mois quand même pour me remettre de l'épreuve. Donc, je suis parti un petit peu en vacances chez mes parents. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et au moment où je suis revenu sur Paris, la crise. Fin 2008, ouais, c'est ça. Donc, la crise. Donc, dans les boîtes de pub, j'entendais tous mes potes de promo, genre, il n'y a plus de budget, machin, c'est la merde et tout. Et ouais, il fallait que je paye mon loyer. Donc, j'ai trouvé un petit truc qui était cool. On m'a contacté pour faire un logo pour une espèce de blason pour du champagne, en fait, pour des bouteilles. Enfin, une marque un petit peu de luxe. Voilà. C'était sympa parce qu'on m'avait dit ouais, tu seras payé 500 €, c'est à faire en 2 jours. Je me suis dit c'est cool. Et en fait, ça a pris un mois. Ouais. Évidemment, j'avais pas signé de contrat. Voilà, on m'a fait faire je sais pas combien de retouches. C'était un enfer. Donc on apprend sur le tas, quoi. À l'école, nous a pas trop formés à ce niveau-là pour la suite, quoi. Donc ça a été pas mal de galères et je suis pas le seul dans ce cas-là. Et même encore maintenant, je crois que il y a pas mal d'élèves qui sortent d'école d'art de manière générale qui sont pas du tout prêts à faire une facture, à faire face à un client, à négocier un contrat, enfin ouais, à s'inscrire à la MDA, les AGSA, c'est quoi la différence, tout ce genre de trucs, en fait, tout le merdier administratif, parce que c'est un gros merdier quand même, on n'est pas prêt en sortant. Donc ça, j'ai géré la première année en sortant de Penningen, et vu qu'il fallait payer son loyer, je me suis aussi trouvé un petit boulot de vendeur, je vendais des draps, et des peignoirs dans une boutique à Neuilly, c'était génial. Mais il y aurait un livre à faire dessus, je pense. Enfin, surtout sur les clientes, parce que c'était quelque chose. Mais quand tu sors de Penningen, t'es pas assuré de trouver un travail, que ce soit dans les grosses agences de pub, au minimum, non? Le nom, je sais que la réputation de l'école fait beaucoup. Enfin, quand on voit Penningen sur un CV, en principe, c'est ah ouais, c'est bien. Ah ouais, bon, ok. Celui-là ou celle-là, c'est pas branquignol, quoi. Il est allé jusqu'au bout de Penningen, waouh, chapeau. Donc ouais, en principe. Et puis il y a souvent aussi les anciens de l'école qui regardent ceux qui sortent. Par exemple, mon premier boulot. Non, j'ai dit que j'avais pris 2 mois de vacances. C'est pas vraiment vrai tout de suite parce qu'en juillet, août, après le diplôme, donc fin juin, j'ai travaillé pour une série d'animation sur la Bible graphique d'une série d'animation c'était les Nouvelles Aventures du Petit Prince. Donc c'était pour Méthode Film. Et en fait, c'est Alexandre de Broca qui est passé à l'école par curiosité comme ça. Et en fait, il a vu mon stand de thèse. Voilà. Et c'était un stand, en fait, j'avais fait un agrandissement de mes images en noir et blanc. Alors que tout autour de moi, il n'y avait que des trucs de graphisme, de typo, de machin, de DA, hyper travaillé. Hein. C'était cool. C'était pas du tout ma cam, quoi. Donc moi, j'étais le seul truc en dessin dans la pièce. Donc ça a un peu et quand il est rentré, il a fait wow, il est venu me parler, c'est super cool ce que tu fais et tout. Justement, je suis sur un truc là, on cherche des dessinateurs. Attends, je vais passer un coup de fil et je reviens te voir. Donc, moi j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est rapide. Hein. Ouais, c'était cool. Hein. D'autant qu'en fait, je fais partie des rares à être sorti de l'école avec un boulot direct après. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré 2 mois comme je t'ai dit, mais en tout cas, j'ai mis un petit pied dans l'anime, c'était cool. Ah, c'était pour de l'anime, ouais. C'était pour l'anime. Après, j'ai pas fait de l'anime, j'ai fait des concepts. Donc, j'ai fait 4 grandes planches en noir et blanc. Parce que si je me souviens bien, si ce sont bien les dessins auxquels je pense, c'était des grands dessins, très détaillés. Ouais. Et quand on les voit sur un écran, parce que moi, j'étais derrière mon écran quand je les ai vus, mais j'étais complètement abasourdi de la qualité du dessin, quoi. Il y avait un univers vraiment très particulier qu'on retrouve d'ailleurs depuis sur tes dessins. Et un niveau de détail, mais on avait l'impression que tu avais passé un mois, quoi. Je sais pas, c'était... j'ai passé 2 mois pour 4 images. Pour 4 images. Ouais. Donc j'ai passé du temps, mais en même temps, c'était tellement le panard. Et je me suis toujours demandé s'il y avait un livre qui était sorti à partir de ça. J'ai pas l'impression. Non, c'était pour une série. Donc c'était une série télé. Mais ça, c'est 4 images que tu as fait pour la série télé. Alors c'était pour la Bible graphique. Pour la Bible graphique, ouais. Donc en fait, mon travail se voit pas dans la série, comme les images qu'a faites Alexandre. De toute façon, en fait, on était 2 et il fallait un support visuel pour vendre le projet. Parce qu'il fallait, c'était des questions de droit, je sais pas trop. Enfin, moi, j'ai pas trop suivi parce que. Mais les images que tu avais fait avant et qui ont incité cet homme-là à te confier le projet. Ouais. Les images de mon diplôme. De ton diplôme. Ouais.
T'en as jamais rien fait? Pour l'instant, non. Voilà. Donc Mais elles t'y sont penses? sur mon site. Non, je pense pas que je pense pas que je vais les utiliser autre que pour mon diplôme de fin Ouais. d'année, de fin d'études. C'est tout. Après, maintenant, j'ai un peu mûri dans le dessin, Ouais. dans la compo, dans les matériaux que j'utilise, parce qu'à l'époque, je travaillais à la mine de plomb, et au niveau des contrastes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, pour faire de vrais noirs. Alors, je sais pas si tu poussais les niveaux sur les scans digitaux, mais quand on voit ça, c'est vachement contrasté. Ouais, après, je crois qu'à l'époque, Enfin, je travaillais c'est jusqu'au peut-être 2, une impression. 3B, mais pas plus. Ok. Et Voilà. il y a d'autres techniques pour pousser les noirs? Une petite parenthèse technique comme ça. Il suffit d'aller dans un magasin de beaux-arts pour voir Ouais. la quantité de Non, mais matériel. Je sais qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui discutent sur les forums de ah ouais, mais moi j'ai le crayon machin, numéro truc, de telle marque. qui fait un noir absolument Ouais. hyper intense et Ouais. tout. Toi, t'as pas ce genre de considération du coup. Non, j'essaye plein de trucs. Et puis quand je trouve quelque chose qui colle bien au projet, je prends ça. Par exemple, je suis en atelier avec un pote illustrateur qui bosse que à comment ça s'appelle, la pierre noire. Voilà. Moi, j'ai essayé la pierre noire pour voir parce que je me suis dit, tiens, c'est cool ce qu'il fait. Et en fait, c'est pas pour moi, quoi. C'est trop laborieux. Voilà. Même si j'aime bien le travail, travailler sur mes images et tout ça, en fait, le matériel ne convient pas à ce que j'ai envie de faire. Comment dire? Il faut l'essayer pour comprendre. Ouais, c'est ça. Ce que je fais, je pourrais pas le faire à l'huile, par exemple. Si je fais quelque chose à l'huile, ça aura rien à voir. Et bon, ça sera plus vraiment ma patte. Voilà. À quel moment tu arrives à faire ton premier livre? Parce que je crois qu'il est sorti en 2011. Ouais. C'était Le Bal des Échassiers. Oui, avec Sébastien Pérez. Ouais. Comment tu as eu ce premier contrat? Alors, le truc, c'est cool que tu dis ça parce que ça rebondit un petit peu sur tout à l'heure. Donc j'ai arrêté d'être vendeur parce que ça me saoulait. Et en fait, je pensais pouvoir travailler le soir en rentrant chez moi pour bosser un peu sur mes illus en attendant de pouvoir trouver du boulot dans le milieu, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le soir, j'étais tellement naze, je faisais rien. Donc j'ai arrêté ce taf monstrueux. Financièrement, c'était la galère. Dans ma vie privée, c'était aussi la galère. J'étais un peu à la rue, quoi. Donc heureusement, il y avait ma sœur sur Paris qui pouvait m'héberger. J'avais aussi d'autres amis qui m'ont hébergé. J'avais mes affaires à droite et à gauche. C'était un enfer pas possible. Sacrée période. Jusqu'au moment où, en fait, une bonne copine à moi de promo, Amélie Videlot, qui est illustratrice aussi, me dit mais allez, viens au salon du livre de Montreuil. On va voir, quoi. Et donc j'y suis allé avec mon carton à dessin sous le bras, tout déconfit, pas du tout confiant. Je sortais de Penningen après plusieurs mois sans rien, en entendant des histoires de tous les côtés comme quoi c'était la galère partout. C'était assez horrible. Et en fait, le salon du livre de Montreuil, c'était trop bien. C'était trop bien parce que je crois que c'est Clément Lefebvre qui disait que c'était un peu l'Angoulême de l'illustration jeunesse, mais c'est carrément ça, quoi. C'est un peu l'endroit incontournable où tous les auteurs et illustrateurs vont. C'est un des plus gros salons européens avec celui de Bologne, je crois. Ouais. En tout cas, en France, c'est le plus gros. C'est le rendez-vous, où il faut être. Parce que de toute façon, déjà, on voit toutes les nouveautés, tous les bouquins. Aille le portefeuille, parce que c'est trop bien. C'est clair qu'on a envie de tout acheter. Ouais. Et puis, mais vraiment, ça donne des tonnes d'idées, quoi. Moi, j'ai vu récemment des livres pop-up qui m'ont donné envie de faire du pop-up. Alors, j'ai rien sur le feu à ce niveau-là, mais je me dis, il y a des trucs qui se font géniaux, quoi. Il y a un bouquin, Océano, je crois, chez Helium, qui ont fait aussi la forêt du paresseux. C'est des livres pop-up. Je suis tombé en amour, quoi. Donc je les ai chez moi. Voilà. Donc c'était la première année où tu y allais, où tu es tombé en amour? Non. Ça c'est des projets qui ont été faits assez récemment. Mais chaque année, je vais à Montreuil, en fait. Voilà. Je te comprends parce que moi, c'est pareil. Ouais. Depuis 10 ans, 15 ans. Et donc du coup, pour répondre à ta question, en fait, la première année à ce salon de Montreuil, il y avait un stand de la galerie Daniel Maguen.
Je crois que maintenant, ils le font plus. Hein. Mais cette année-là, j'ai eu de la chance en fait, de rencontrer sur le stand Olivier Souillet, qui est le directeur de la galerie. Directeur de la galerie ou responsable, je sais plus. Enfin, il s'occupe de la galerie. C'est Daniel Maguen, le grand boss, quoi. Mais Olivier travaille pour lui et c'est lui qui déniche un petit peu tous les gens avec qui il travaille à la galerie. Et du coup, j'y vais pour lui montrer mon boulot. Et le gars, il était complètement... c'était la pause midi, il en avait marre. Il avait vu des books apparemment qu'il avait complètement saoulé. Et là, j'arrive. Donc déjà, il faisait un petit peu flipper. Il était assez fermé. Et là, j'arrive, je lui montre mon book. Et là, son visage s'éclaire. Il fait « Oh, waouh, ah, mais c'est génial ce que tu fais. Oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien. » Et moi, j'étais là, je savais pas quoi dire. Bah, c'est cool, merci. Il me fait « Ah, bah attends, c'est pas possible que tu restes comme ça. Viens, je vais te présenter des gens. » Du coup, il m'a emmené voir sur le stand de Soleil Barbara Canepa et Clotilde Vu, donc les directrices éditoriales de la collection Métamorphose. Et donc elles ont vachement aimé mon travail, elles m'ont dit « Ah, c'est super, c'est vraiment bien, il faudrait qu'on se revoie, qu'on discute. » Donc elles m'ont laissé leur carte de visite. Après, il m'a fait rencontrer donc Benjamin Lacombe qui a regardé aussi mon book, qui m'a dit « Ah, c'est super » et tout ça. Et donc voilà, et Olivier m'a dit « On reste en contact, on va travailler ensemble. Il faut que tu me fasses des originaux, j'ai une galerie, je veux vendre tes originaux, on va bosser ensemble. » Ok, d'accord. Et en fait, à partir de là, la machine s'est mise en route. Donc j'ai rencontré Sébastien, avec qui on a discuté d'un projet. Donc il a vu aussi mon travail. Donc il a vu que la nature était assez prédominante. Donc il m'a dit « Ah ben, j'ai une histoire sur un thème un peu écologique. » et tout. Donc il m'a proposé le texte. J'ai bien aimé, ça m'a bien plu. Je me suis dit « Ouais, pour un premier bouquin, c'est plutôt cool. » Voilà. Donc j'ai fait ce bouquin-là. Après, il y a Benjamin qui m'a recontacté pour bosser ensemble parce qu'il avait vu dans mon book une maquette en fait, que j'avais fait à Penningen sur Léonard de Vinci. Donc c'était un truc que j'avais fait en bois, en papier. C'est une maquette physique. Ouais, c'était un volume, c'était une maquette physique. En fait, c'était une espèce de chimère faite de papier, de morceaux de machine et tout ça, en fait, qui sort d'un bureau, comme si une machine prenait vie de ses croquis. C'est un exercice d'école, quoi, mais je suis assez content de ce volume parce que c'est un peu un des moments clés en fait de l'école où je me suis dit ah ça c'est cool, j'aime bien. Et puis je faisais des trucs avec mes mains, donc voilà. Des marionnettes, comment on appelle ça, du modeling, du modèle. Enfin, tu sais, il y a un nom pour les model makers, voilà. Ouais. C'est ce genre de truc. Non. En fait, je crois que c'est la première fois où j'ai fait une vraie maquette et je crois la dernière. C'était pas dans le cadre de l'architecture d'intérieur. Pas du tout. C'était un cours de volume qu'on avait vraiment, où on faisait du packaging, où on faisait plein de choses. Et je crois qu'il y avait eu un mix avec le cours d'illustration où on devait faire un volume et en même temps s'inspirer d'un artiste. On devait choisir un artiste et faire un volume par rapport à cet artiste. Enfin, voilà, j'avais pris Léonard de Vinci et du coup j'avais fait ça. Du coup Benjamin a vu ça dans mon book. Ça lui a parlé parce qu'en fait il avait dans les tiroirs une histoire qu'il voulait raconter autour de Léonard de Vinci. Et donc voilà, il m'a dit, il m'a appelé, ou on s'est appelé, je sais plus, enfin Olivier a fait je me rappelle plus comment ça s'est passé. Mais en gros, on s'est dit, il m'a posé la question, est-ce que ça t'intéresserait de bosser sur un projet sur Léonard de Vinci ? J'étais là, ouais, ça me botterait plutôt bien. Donc, qui est une bande dessinée, plutôt, qu'un livre illustré comme les autres. Ouais, alors ouais, il m'a parlé de faire une bande dessinée. Non, alors là, en fait, je te dis ça comme ça, mais moi, j'avais pas du tout prévu de faire de l'illustration jeunesse ou de la BD. Enfin, encore moins de la BD, quoi. Je suis pas un gros lecteur de BD, j'ai pas une grosse culture en BD. Du coup, je fais un peu tâche dans les festivals. À chaque fois, je sais pas trop de quoi parler ou de quoi parlent les gens. Enfin bon, c'est pas grave, hein, j'apprends. C'est vrai que c'est pas tout à fait le même travail que l'illustration jeunesse et la BD, etc. Pas du tout. Et justement, c'est le gros souci que j'ai un petit peu en ce moment, parce que là, je suis en train de travailler sur ma deuxième BD que je fais solo au dessin, du coup. Avec Bertrand Gallic au scénario. Ce sera dans la collection Noctambule, donc la même que celle de Léonard et Salaï, donc la BD que j'ai fait avec Benjamin. Et là, par contre, ouais, j'apprends tout seul et sur le tas, quoi. Donc c'est assez chaud. La BD, c'est à la fois hyper simple et à la fois hyper compliqué. Ouais. Mais
tu t'as dit que c'était pas du tout ce que tu avais envie de faire, mais du coup, qu'est-ce que tu avais envie de faire au moment où tu es parti dans l'illustration, que tu as fait Penningen? C'était quoi ta vision? Moi, je voulais faire de l'image. Mais c'est quoi Et je l'image? savais pas vraiment quel métier pouvait me permettre de faire ça. Et du coup, quand j'ai bossé un petit peu pour Le Petit Prince, je me suis dit, ah bah ça c'est cool, ça me plairait bien. Du coup, j'ai fait je crois que j'ai fait 2 tests dans des boîtes d'anime. Et ça n'a pas été concluant parce qu'en fait, déjà à l'époque, je travaillais pas aussi vite que maintenant. J'étais un peu lent et j'avais un style assez particulier, quoi, quand même. Placer mon dessin. Je suis pas formaté au style anime contemporain, quoi. Enfin voilà. Donc c'est assez compliqué. Je pense que je pourrais essayer de trouver. D'ailleurs, j'aimerais bien bosser dans le concept, peut-être pour du jeu vidéo, ce genre de choses, ça me plairait bien. Et alors, est-ce qu'ils sont pas formatés aussi dans le jeu vidéo, justement? Il y a une scène indé quand même qui se développe vachement. Et il y a des jeux que j'ai faits qui sont juste des pures merveilles. Je pense à Machinarium, par exemple. Ah oui. Que je trouve magnifique, un espèce de traité créé, fait main. Et il y en a de plus en plus. Machinarium, j'ai l'impression que c'est un jeu qui a été fait parce qu'il y avait un artiste qui avait monté le studio et donc qui avait une patte, un style et qui a dit voilà, moi je vais faire un jeu vidéo. Et du coup, il a monté son. J'ai l'impression que ce studio tourne autour du style de l'artiste, justement. Ouais. Faire ça me plairait pas mal. Hein. J'ai reçu ici Sylvain Sarail, qui est un concept artiste, justement, qui est en train de monter son jeu vidéo à partir des illustrations qu'il fait. Bon, alors, je le dis, c'est un peu prématuré, mais j'ai un peu cette idée aussi. T'as cette idée? Ouais. D'accord. Ouais. Je travaille avec un copain sur pour l'instant, on est juste en train de parler de choses, mais qui nous bottent pas mal. Donc on verra peut-être qu'un jour. Ouais. C'est enclenché en tout cas. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une vision plus claire de ce que tu veux faire au-delà de ce que tu viens de dire, jeux vidéo, etc. Est-ce que tu sais que tu vas continuer l'illustration jeunesse, continuer à faire de la BD, ou est-ce que vraiment ton orientation est filtrée? Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah écoute, au bout de 10 ans, là, je commence à avoir un petit peu une vision un peu plus claire des choses. L'illustration jeunesse, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que c'est très peu rémunérateur. Les contrats aussi, c'est assez obscur. C'est un milieu assez difficile, quoi. Alors faire des images, ok, c'est cool. Enfin, dans l'illustration jeunesse, il y a une diversité incroyable. Il y a une proposition d'univers qui est gigantesque. Enfin, c'est génial. Enfin, c'est pour ça que le salon de Montreuil, c'est incroyable parce qu'on voit tellement de choses. Enfin, on ressort du salon de Montreuil avec des tonnes d'images dans la tête. Enfin, pour le coup, c'est hyper inspirant. Mais après, en faire, je crois que quand on a un dessin comme le mien, je crois que c'est pas une bonne idée. C'est hyper chronophage. Et du coup, je m'y retrouve pas. C'est vrai que c'est une de mes questions là, parce que tu as fait Baba Yaga, donc Léonard et Salaï, la légende de Momotaro. Ouais. En 2016, là, tu as sorti en début d'année la suite d'un livre, 1902, qui est la suite de 1900. Ouais. Ce qui fait en 7 ans, pas énormément de livres. Non. Justement. Non. Et est-ce que tu arrives à justement en vivre juste du livre, ou est-ce que tu fais aussi de l'illustration pour d'autres, des studios d'animation? Non, je vends pas je vis pas de la vente de mes bouquins. Ouais. Je vis pas de ce qu'on me donne comme avance sur droit, parce que c'est pas beaucoup. Hein, je sais pas, le maximum que j'ai eu, c'était, je sais plus, c'est 3005 ou 4000, je sais plus. Enfin, je crois que c'est vraiment c'était vraiment bien, quoi. Et la plupart du temps, c'est 1005, 2005 pour un bouquin. Donc, il faut en faire. Faut en faire beaucoup, ou alors miser sur la durée et à côté faire d'autres choses. Enfin, je sais qu'on est nombreux à faire des interventions scolaires aussi, donc qui sont rémunérées au tarif de la charte des auteurs jeunesse et des illustrateurs. Donc ils fixent des tarifs et on intervient dans les classes, on leur parle de nos métiers, voilà, et on leur fait faire plein de choses, des ateliers et tout ça. Donc ça, c'est une source de revenus qui n'est pas négligeable parce que c'est chouette d'aller voir les petits. Et puis en plus, on a un retour sur notre travail direct.
Et puis de toute façon ils n'ont pas de langue de bois, donc ça fait du bien des fois d'entendre des choses. Mais là j'ai pas compris, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça là. Ah ça j'ai vraiment aimé, ça c'était chouette. Donc ça fait du bien d'entendre des retours du public concerné, plutôt que des parents ou quoi qui voient pas forcément. Bon bref. Ils voient beaucoup plus de choses que les parents, les enfants. En fait, on s'aperçoit. Ouais, bah en fait, quand on raconte des histoires pour les enfants ou quand on est illustrateur jeunesse, en fait, on est un petit peu des grands enfants. Enfin, on retourne un petit peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Quand je dessine, je me raconte à moi-même des histoires en espérant que ça raconte aussi des histoires à ceux qui vont regarder mes images, quoi. Donc, voilà. Je sais plus que ce que tu m'avais... Non, je parlais de la façon dont tu peux vivre de l'édition jeunesse, justement. Alors ouais, et il y a aussi un truc qui n'est pas négligeable. Justement, je te parlais de galeries tout à l'heure. Il y en a de plus en plus d'illustrateurs jeunesse qui ont la chance de faire des illustrations traditionnelles, en technique traditionnelle. Là, on a quand même la chance avec... il y a pas mal de galeries sur Paris, sûrement ailleurs même, qui propose d'exposer et aussi de vendre les originaux, voire des reproductions en fait. Donc ça c'est plutôt aussi une source de revenus potentielle. Donc voilà. Par contre, pour tout ce qui est numérique, y a des tirages, mais c'est tout quoi. Et les gens sont moins attirés par ça. Par exemple, tu en as chez Daniel Maguen du coup. Ouais. Enfin, la collaboration s'est faite. En stock, j'en ai pas encore, mais je lui ai dit toute ma production, je réserve. Je lui réserve. Tu fais un livre, en fait, tu l'envoies dans la galerie. Non, en fait, je garde tous mes originaux. Ouais. Et je sais qu'un jour, je vais travailler avec Olivier et que je vais lui donner tous mes originaux et on fera une expo. Parce que j'ai vu qu'il en existait sur le site de Daniel Maguen. Ouais, alors il y en a deux, je crois. Je crois. Comment ? C'est peut-être des reproductions. Non, c'est les originaux. Ouais, vu le prix. Il vaut mieux que ce soit des originaux. Des fois, ils font des reproductions en digigraphie qui coûtent hyper cher. Ouais, mais qui coûtent quand même beaucoup moins cher qu'un original, un vrai original. Ouais. Donc voilà. Oui, il y a des super beaux tirages fine art sur du papier qui tient sur, je sais pas moi, une centaine d'années sans bouger. Donc ouais, mais ça, c'est des techniques d'impression. Ouais. Mais ça coûte assez cher, ouais, mais ça permet quand même d'avoir au mur une image quasiment fidèle à l'original, dans les couleurs, dans la finesse, sans forcément se ruiner sur un original. C'est vrai, mais ce qui est bien dans un original, c'est de voir le trait de crayon, le typex qui est mis. Parce que parfois, on voit du typex, surtout sur les planches de BD. Surtout sur les BD, ouais, avec tous les... Pas trop sur les illustrations originales, mais... et sur le... Moi, j'avais une question sur le style, parce que tu sais, moi, avec mon style, je ne peux pas trop aller dans des studios de jeux vidéo, etc. Et en même temps, sur les différents livres que tu as faits au fil des années, en particulier sur la légende de Momotaro, vraiment, tu t'es inspiré de l'univers japonais. Ouais, etc. carrément. Et pourtant, on retrouve ta patte. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles, le style, pour en avoir un à toi, ou est-ce que ça vient comme ça et tu n'as pas du tout envie forcément d'avoir le style que tu as ? Alors, pour la légende de Momotaro, c'est super intéressant parce que c'est un bouquin sur lequel j'ai vraiment senti que j'avais atteint une espèce de maturité en fait, dans la réflexion de comment aborder un projet. C'est-à-dire que c'était une légende japonaise. J'aime beaucoup le Japon, je suis assez sensible à la culture japonaise. Et du coup, bosser sur ce livre-là, je suis vraiment allé voir en profondeur les estampes d'Okusai, d'Azui, enfin de grands maîtres comme ça de l'estampe. J'ai vu une expo aussi, c'était... Alors je me rappelle plus. Parce qu'il y avait une expo d'Okusai justement au Grand Palais, je crois. Ouais, ça je l'ai vu. Ouais, mais il y en avait une autre, je me rappelle plus. Bon, bref. Et du coup, je me suis nourri de ça, mais en fait, je voulais que dans les illustrations, on ressente la force, la présence de la nature, mais que ça raconte quand même une histoire dans la narration qui s'adapte en fait à un format d'album jeunesse. C'est toi qui as lancé le projet de la légende de Momotaro ou c'est un auteur qui... Alors, c'est une amie autrice, Laura Yorio, qui m'a parlé de l'éditeur.
que j'ai contacté, à qui j'ai envoyé mon book. Ça lui a plu, il m'a proposé de bosser sur un projet et il m'a suggéré éventuellement une légende japonaise. Donc j'étais là, pourquoi pas, oui, ça me plairait. Ouais. Et c'est lui qui m'a proposé plusieurs textes et il y avait Momotaro dedans. Donc j'étais parti pour le faire seul, donc auteur et illustrateur. Donc grosse pression et j'ai passé beaucoup trop de temps sur les images et on arrivait à la deadline du projet et j'avais plus le temps en fait. Donc la grosse panique. T'avais plus le temps d'écrire ? Plus le temps d'écrire. En fait, j'avais fait tout le découpage, j'avais écrit en gros ce qui se passait, mais je trouvais pas ça bien. Enfin, moi, les mots c'est important, mais c'est pas mon truc. Les mettre en forme pour que ça soit beau, voilà. Moi, mon truc c'est les images, et par contre, les mots c'est un vrai problème. Même si j'aime beaucoup lire les gens qui écrivent très bien, j'aime beaucoup l'écriture de René Barjavel, par exemple. Je trouve que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Voilà. Dans la façon dont il écrit, je vois des images, ça me parle. Enfin, les mots sont importants, mais après, voilà, moi, j'y arrive pas. Donc, j'ai demandé à une amie. Tu n'y arrives pas parce que tu essayes et tu vois que c'est pas à la hauteur de ce que tu attends, ou je pense que je suis trop exigeant, en fait, et je trouve que ce que je fais, c'est nul. Donc je me dis, il y a des gens qui le font 100 fois, 1000 fois mieux que moi. Donc... Et en même temps, c'est bête, c'est très bête, mais j'y viendrai probablement un jour avec mes propres armes, mais pour l'instant, je ne me sens pas prêt, quoi. Donc j'ai demandé à une amie de m'aider sur ce coup-là, et donc c'est Margot Rémy Verdier, donc la fille de Jean-Marc et Sophie, qui est traductrice pour le cinéma, mais qui écrit extrêmement bien. Donc du coup, je lui ai dit, je l'ai appelé un jour, je lui ai dit, Margot, à l'aide, aide-moi, est-ce que tu peux me filer des conseils ? C'était pas vraiment pour m'aider à vraiment... je lui ai pas demandé directement de m'écrire le texte, je lui ai dit, d'abord, je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'aider ? Et en fait, elle a regardé le truc et elle m'a écrit en fait les deux premiers qui correspondent aux 2 premières doubles pages de l'album. Elle a écrit ça... magnifique. Elle a écrit ça avec en vers, en alexandrin. Donc ça chante, c'est magnifique, c'est hyper fluide. Et je crois qu'elle a écrit ça en 2 jours. Non, même pas. Elle a tout écrit en 2 jours. Ça, elle me l'a proposé assez rapidement, en fait. Voilà. Et après, on a convenu ensemble que ce serait elle qui écrirait tout le livre. Je lui ai dit, écoute, tu veux pas le faire ? Parce que c'est vraiment bien ce que t'as modifié dans le truc et tu l'as écrit vraiment, c'est très beau. Et par contre, le seul truc que j'avais décidé à la base, c'est que ça serait écrit à la première personne. Donc c'est le héros qui parle, donc c'est je. Voilà. Et ça, c'est pas banal dans une histoire qu'on raconte. En principe, c'est à la 3e personne, mais je voulais vraiment que le lecteur se sente accompagné en fait par le héros. Donc que ce soit vraiment une espèce de voyage avec le héros. Donc c'est le héros qui te parle quand tu lis le livre. Donc je trouve que c'est plus immersif. Les images, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, dont tu t'es inspiré, c'est marrant parce que tu as des paysages qui ressemblent vachement à ton univers à toi. Ouais. Avec justement, on sent l'inspiration des estampes japonaises qui sont dessus. Ça fait un traité hyper original, quoi, justement. Bah écoute, tant mieux, ça veut dire que ça a marché. Sur cette question du style et de l'écriture, parce que ça m'intéresse de savoir que tu t'essayes à l'écriture. Tu penses un jour que tu vas vraiment t'y mettre à l'écriture d'un livre à toi Ouais. Bah en fait, depuis tout petit, je me rappelle au collège, quand j'allais à l'école en bus, je regardais à travers la fenêtre, j'avais mes écouteurs sur les oreilles, et en fait, je regardais pas le paysage dehors, je me voyais des images dans la tête défiler. Enfin, j'ai toujours vu c'est pour ça que je te dis, l'illustration ou la BD, c'est pas ce vers quoi je me prédestinais à la base. Je pense que j'ai toujours vu des images bouger. Du coup, ça me plairait vraiment un jour de faire du jeu vidéo ou bosser dans l'anime. Après, je sais que c'est des milieux assez compliqués et j'ai pas du tout été formé pour ça. Donc, je sais pas comment je pourrais arriver à travailler dans ces milieux-là. Mais bon... Pourquoi pas, je me laisse en tout cas plein de portes ouvertes et je me dis un jour pourquoi pas, on verra. Mais pour l'instant, je suis sur ça. Courts-métrages ou des choses comme ça. Ouais. T'as déjà des idées de scénarios que tu pourrais j'ai plein d'idées dans des carnets, sur des feuilles volantes. Mon bureau, c'est un gros merdier sans nom.
ma famille et mes copains pourraient témoigner. J'ai trop de trucs dans tous les sens. Il faudrait vraiment que je fasse un gros ménage. Mais du coup, j'ai plein de notes de partout. Et un jour, il va falloir que je prenne le temps de me poser et de me prendre un carnet où je note vraiment tout ce que j'ai envie de faire dedans. Et voilà, faire un petit peu un ménage à la fois. En fait, c'est noté déjà partout, mais ouais. Il faut l'organiser. En fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai des idées de temps en temps qui arrivent et c'est un peu fulgurant. Ça arrive le soir avant de se coucher. Souvent, on a souvent des idées comme ça qui arrivent. Ou alors pendant des trajets, ou alors dans le train, par exemple, quand je vais voir mes parents, je peux avoir une idée dans le trajet en me disant « Ah tiens, c'est marrant ça, ce truc que je vois passer, ça me fait penser à tel truc. » machin. Hop. Le problème de la page blanche, il se pose pas trop pour toi. En fait, tu as plein de carnets partout. T'as pas besoin de te poser devant une page et de te dire « Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Ouais, non. Alors, des fois, ça peut arriver d'avoir des journées un peu creuses où on n'a pas trop envie, où on a un peu la flemme, ou machin, où on n'est pas en forme, ou, voilà. Mais la page blanche, non, parce qu'il y a toujours des choses qui inspirent à droite et à gauche. Donc, que ce soit un film, une musique, la musique, c'est super important. Moi, ça m'inspire à fond, la musique. Ouais. Ouais. Dans mon boulot, c'est... En fait, quand je travaille, j'adore soit écouter des podcasts. J'en écoute pas mal en ce moment de vulgarisation scientifique. Ça fait quelques années que ça dure, hein, mais je trouve ça plutôt cool parce qu'en même temps de travailler, quand c'est un petit peu des choses un peu répétitives, avec du motif ou ce genre de choses, j'aime bien à côté pouvoir m'occuper l'esprit et essayer de penser à d'autres choses un peu plus... voilà. Se nourrir en même temps voilà, de plein de choses. Et t'écoutes un peu des podcasts sur les métiers créatifs? Ouais, depuis récemment. Cool. Est-ce que tu as peur qu'un jour, tu n'aies plus envie d'avoir la même force créatrice? Peur de plus avoir la même force créatrice, je sais pas. En tout cas, peur de plus avoir l'envie, ouais. Et ça m'arrive parfois d'être... Est-ce que c'est pas lié l'envie et la force créatrice, du coup? Sans doute. La motivation. Enfin, ou l'envie, je sais pas. Après, je pense qu'il y a plein de paramètres en fait, qui jouent. Donc, je sais que des fois dans la vie, c'est pas simple. Et ça joue forcément sur le mental. Et il y a des périodes où c'est un peu la déprime. Donc forcément, tout ce qui est créatif, à côté, ça... Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que quand tu es sorti de ton école, ouais. tu as fait des dessins avec des cafards, une fin du monde. Ouais. Mais tu as quand même produit quelque chose alors que tu pouvais être déprimé, etc. Donc il y a quand même quelque chose qui sort de cette déprime. On peut très bien créer en étant complètement dépressif ou alors avoir besoin d'être complètement drogué, j'en sais rien. Mais donc peut-être que malgré tous les aléas de la vie, tu auras toujours un moment où tu vas pondre ce qui t'arrive sur une feuille de papier. Je sais pas. Question intéressante. Ouais, je sais pas. Ouais, faudrait que j'y réfléchisse. Moi, je sais pas. Et une autre question fondamentale. Ouais. Sais-tu d'où te vient ce besoin de créer? Je crois qu'il a toujours été là. Hein. En ouais. fait, le besoin de créer, le besoin de... Ouais, je te disais, quand j'étais tout petit, construire des maisons dans le bac à sable, après, au collège et lycée, crayonner dans les coins des carnets... toujours imaginer des choses, imaginer des histoires, et puis au fur et à mesure que tu grandis, ça se complexifie, ça se densifie, ça prend plus de sens, c'est plus profond, c'est intéressant. Je pense pas qu'un jour je vais perdre cette envie-là, en fait. Et comment tu te vois, genre à 70 ans, comment tu aimerais avoir regardé ta carrière d'illustrateur, ou d'ailleurs autre chose? Ouais. Une carrière d'illustrateur, ça peut évoluer dans plein de choses bien sûr. différentes, quoi. Ouais, peut-être qu'un jour je serai bûcheron au fin fond d'une forêt, j'en sais rien. Comment je me vois à 70 ans ? En fait, plus ça va, en fait, moi je vis en région parisienne, et plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est pas pour moi la vie citadine. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup trop de choses qui vont pas et rien n'est fait pour améliorer les choses, enfin en tout cas en France. En fait, à 70 ans, j'aimerais avoir beaucoup voyagé. J'aimerais avoir vu plein de choses dans le monde. J'espère que j'aurais été curieux jusque-là, que ça se sera ressenti dans mon travail.
Parce qu'il y a plein de choses en fait qui te chamboulent quand tu voyages. Un jour, je suis allé à Barcelone et j'ai découvert Gaudí, Antonio Gaudí, donc l'architecte qui a fait qui a dessiné les plans de la Sagrada Familia, le parc Güell, la Casa Batlló, tout ça. Et je connaissais pas du tout avant. Donc je te rappelle, je viens de la campagne, pas de culture, zéro. Donc en fait, j'ai construit tout en arrivant à Paris. Donc ça fait 15 ans. Donc ça fait 15 ans que je me cultive, j'essaye. Et j'ai eu l'occasion donc d'aller à Barcelone et puis d'aller dans d'autres endroits. Mais ouais, je découvre pas mal de choses en fait encore sur le tard. Et ouais, il y a des choses comme ça qui marquent. Donc Gaudí, je sais que je me suis dit, waouh, ce mec, il est inspiré par la nature, il est architecte, il allie les deux. Ce que je trouve fou dans Gaudí, c'est qu'il a eu l'autorisation de faire autant de choses complètement en dehors des normes. Parce que ça demande énormément d'argent. Alors je sais qu'il était investi d'une mission divine presque, tu vois, pour faire la Sagrada Familia, mais pour faire le parc Güell aussi, c'est c'est ce que je trouve fou dans son travail. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un serait capable de faire un truc... de pouvoir le faire, qu'on l'autorise à faire des projets aussi fous, je sais pas. Parce qu'il y a des projets comme ça architecturaux. En fait, là, je suis dans un atelier où on partage le local avec des architectes qui sont assez tournés vers plus l'écologie, donc faire des bâtiments un petit peu éco-responsables. Ouais. J'y connais pas grand-chose, hein. Je regarde ça de loin, mais en tout cas, je les sens concernés par tout ça. Mais ils sont confrontés à chaque fois à des problématiques chiantes, quoi. Donc, je pense qu'il faut avoir de la chance pour réussir à faire des projets comme ça. Mais c'est justement aussi la différence entre une maison éco-responsable et une Sagrada Familia. Ouais. C'est que je pense que la Sagrada Familia n'est pas du tout éco-responsable. Je m'avance peut-être un peu, parce que je ne connais pas les matériaux. Oui, je pense que c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, mais donc on peut supposer qu'il y a des gens qui puissent investir dans des choses éco-responsables parce qu'il y a besoin que ce soit fait aujourd'hui. Je pense que ça va se faire de plus en plus et de toute façon, on n'aura pas le choix. Alors que la Sagrada Familia, c'est un espèce de bijou hors du temps, hors des normes, hors de tout. Ouais, mais il en faut quand même. Ah, il en faut, ouais. Ça fait rêver, ce genre d'édifice. Complètement. Ça laisse pas indifférent. Moi, en tout cas, ça m'a marqué. Ouais. Non, mais c'est clair qu'il en faut, mais c'est pour ça que je trouve ça étonnant qu'il ait eu la possibilité de le faire, quoi. Ouais. Après, c'était peut-être une autre époque. Époque, ouais. Une autre question fondamentale. Encore qu'est-ce que la réussite pour toi ? La réussite ? Ouais. La réussite, tu veux dire dans mon métier ? C'est comme tu veux. Au sens général du terme. Au sens général du terme. En fait, c'est lié un peu à comment tu te vois à 70 ans. Ok, ouais. Ce serait de rester fidèle à soi-même, ne pas essayer de se travestir, ne pas essayer de faire ce qui a déjà été fait en moins bien. Donc toujours essayer de... Ok, on peut s'inspirer, on peut essayer de prendre des choses. De toute façon, comme on dit, rien ne se... Je ne sais plus qui a dit ça, rien ne se perd, tout se transforme. Ouais. Et donc en fait, c'est ça le truc, c'est de faire de l'existant du neuf en essayant de le transformer. C'est ce que j'essaye de faire dans mon travail. Vu que j'admire la nature, j'essaye de la prendre comme je la vois ou comme je la vois chez d'autres. Parce qu'il y a plein d'artistes en fait, qui m'influencent dont je trouve le travail magnifique. Et je dirais pas que j'ai envie de faire pareil, mais en tout cas, je suis dans la même dynamique. Par exemple, Archimboldo. Ouais, donc à 70 ans, j'aimerais bien pouvoir regarder en arrière en me disant j'ai fait de mon mieux. J'ai essayé d'apporter un petit peu de rêve. D'essayer de faire voyager en fait ceux qui auront regardé mes images, de les embarquer dans mes histoires, dans mes univers, voilà. Ok, parfait. Une très bonne réponse, ça je vais te rassurer. Pour ma dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cette émission,
Est-ce qu'il y a, c'est une minute culturelle, est-ce qu'il y a un livre ou un film ou quelque chose qui t'a vraiment marqué ces derniers temps? Ouais. Alors, je me suis noté parce que je savais que ça allait tomber. Bon, c'est le dictionnaire des yokai. Chez Pika Édition. En fait, j'ai commencé à le lire et ça m'a beaucoup, beaucoup amusé. Et moi, je te parlais de la culture japonaise qui me plaît, mais je n'ai jamais vraiment poussé au fond les choses. Je suis resté assez superficiel. Mais du coup, avec ce livre, je me suis dit, c'est quand même un gros pavé. Hein. Et j'ai commencé à le lire. Et chaque page raconte l'histoire d'un yokai. Et c'est génial. Enfin, il y a des créatures complètement loufoques. Je me rappelle de un au début qui s'appelle Akaname, je crois. Et ça veut dire lèche-crasse. Okay. C'est charmant, n'est-ce pas? Mais en fait, ça m'a fait mourir de rire. Et en fait, c'est un peu les crados du Japon, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, en fait, c'est tout ce qui est un peu surnaturel, tout ce qu'on peut pas expliquer, tout ce qui est démon, mais pas forcément mauvais. En fait, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc en fait, ce yokai, c'est issu en fait, avant, les salles de bain au Japon étaient tout en bois. Et c'était assez mal aéré et en fait c'était souvent le bois était un peu gluant et si on nettoyait pas la crasse donc du coup sur les baignoires et tout ça, il y avait Akaname qui arrivait la nuit et qui léchait. Voilà, c'est dégueulasse. Mais du coup, c'est un petit peu un yokai éducatif en fait pour les enfants et c'est sympa, c'est vachement sympa. Et je me dis que un bouquin comme ça peut inspirer des histoires. Et j'y pense justement avec Margot, qui a écrit La légende de Momotaro. On a envie de faire une nouvelle histoire en fait sur le Japon. Ça nous a vachement plu de travailler ensemble déjà à la base, donc on a envie de refaire quelque chose. Et le Japon, on aime bien tous les deux. Donc voilà, on est fan des films de Miyazaki tous les deux. Et là, récemment, je te disais que la région parisienne, je commence à en avoir un petit peu ma claque, manque de verre et envie de retour à la source. Donc, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de dessiner des arbres. Donc, écoute, voilà, on va faire un truc peut-être avec des yokai, des arbres au Japon. Ouais, ça me ferait du bien, en tout cas. Voilà. Donc, partir au Japon pour dessiner des arbres ? Ou Pas forcément partir au Japon, en tout cas, si je peux partir au Japon pour dessiner des arbres, ouais, ça me va, ouais. Mais bon, il faut quand même le temps, il faut les moyens. Mais je sais qu'un jour, j'irai. D'ailleurs, c'est un peu en plan pour dans un an et demi, ah oui. Ou deux, je sais pas. Ouais. Avec des copains, on a le plan. D'accord. On verra. Mais comme tu parlais des inspirations comme ça japonaises, moi, j'avais lu aussi plein de contes. Des contes japonais, des contes maghrébins, des contes parce que tu en parlais au début du podcast. Ouais. Et c'est vrai que ça aussi, ça c'est vachement inspirant au niveau de toutes les histoires qu'on peut trouver, des Mille et une nuits, mais c'est magique. Contes, c'est assez magique, quoi. Les contes russes aussi, tu as fait Baba Yaga. Ouais. Donc, oh là là, ce livre, on n'en a pas parlé, non. Mais il y aurait tellement de choses à dire. Ah, tu veux dire un petit mot de fin sur Baba Yaga? Oh non, peut-être pas trop finir sur ce bouquin parce que c'était c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, mais j'ai adoré. En fait, je suis frustré par ce bouquin parce que j'avais vraiment dans l'idée de faire quelque chose d'un peu hommage à l'ancienne Russie dans tout ce qu'elle avait de plus beau visuellement. Donc ouais, je voulais dessiner des isbas, je voulais dessiner des matrioshkas, les motifs, les tissus, c'est magnifique. Mais bon, j'ai manqué de temps, ça a été fait un petit peu en catastrophe ce livre, c'est frustrant. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Bon, malgré tout, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. Et j'espère bientôt voir tes œuvres. En particulier ton jeu vidéo. Ouais, bon, alors, on a le temps. Ouais. Déjà, l'année prochaine sort une BD. Donc là, je serai plutôt content, je pense. Je suis en train de travailler dessus. Et ouais, là pour le coup, j'essaie de mettre un peu le paquet. Donc j'espère que ça rapportera ses fruits. Et tu me diras. Je te dirai. Ok. Merci. De rien. Ciao. Ciao. You know me. You know me.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. Absolutely refuse